Bonjour, bienvenue sur la chaîne Confession Interdite. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un homme qui a tout construit à partir de zéro. Sa carrière, sa maison, son mariage. Ce qui rend cette histoire différente, ce n'est pas seulement la trahison, mais qui en était à l'origine et jusqu'où cela est allé. Je l'ai licencié parce que c'était une vipère. 2 ans plus tard, il avait les mains baladeuses sur ma femme, comme si je n'existais pas. C'était sa première erreur. La deuxième a été de penser que je partirais sans faire de bruit. Je ne pars pas en silence. Je documente, je planifie, et je m'assure que chaque mensonge est un prix à payer. Je m'appelle Clayton Merritt. J'ai 44 ans et, depuis 11 ans, je travaille comme directeur régional pour Caldwell Construction, basé à Columbus, dans l'Ohio. Je supervise 6 chantiers actifs, je gère les contrats, je m'occupe des sous-traitants, et je prends les décisions qui permettent au projet de respecter les délais et le budget. Si une équipe ne fait pas sa part de travail, c'est moi qui me charge d'avoir cette conversation difficile. Je n'ai jamais aimé licencier des gens, mais je n'en ai jamais perdu le sommeil non plus. Pas quand c'est mérité. J'ai rencontré Naomi lors d'un barbecue chez un ami à l'été 2010. Elle avait cette façon de rire avec tout son corps, les épaules tremblantes, la tête rejetée en arrière, de manière complètement authentique et sans défense. J'ai pensé qu'elle était la personne la plus vivante que j'ai jamais vue. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie près de Dayton, avons acheté une maison à Westerville, et avons adopté un chien croisé nommé Bruno, qui s'est immédiatement approprié le canapé. Nous avons construit quelque chose de vrai, ou du moins c'est ce que je croyais. La distance s'est installée comme elle le fait toujours, silencieusement, déguisée en vie normale. Des heures de travail plus longues pour moi, un nouveau cercle d'amis pour elle, des conversations qui cessaient de mener quelque part. Je le remarquais, mais je me disais que ce n'était qu'une mauvaise passe. Chaque mariage en traverse. J'ai continué à être présent, continué à faire des efforts. Des soirées en amoureux qui ressemblaient à des entretiens d'embauche, des fleurs qu'elle acceptait avec un merci poli et qu'elle oubliait le lendemain matin. Elle m'a dit que je l'étouffais, alors je lui ai donné de l'espace. Avec le recul, je lui ai tendu une pelle pour creuser et j'ai appelé ça de l'espace pour respirer. J'aurais dû faire confiance à ce que mon instinct me disait depuis des mois. Ce mardi-là, j'ai quitté le chantier de Glenberg plus tôt. L'un de mes contremaîtres avait signalé un problème avec une livraison de béton et je l'avais réglé par téléphone, ce qui signifiait que j'étais sur la route 9, en direction de la maison, à 16h30 au lieu de 18h. Bruno avait besoin de sa promenade du soir et Naomi avait dit qu'elle travaillerait tard. Une énième réunion de projet à rallonge, m'avait-elle écrit par SMS le matin même. J'ai raté ma sortie. Pas par distraction, pas par fatigue, je l'ai juste raté comme on le fait parfois quand on a déjà l'esprit ailleurs. J'ai fait un détour par le quartier de Riverside, pour revenir vers Westerville sur Morse Road. C'est là que j'ai vu sa voiture, une Subaru Outback blanche avec une petite bosse sur le pare-choc arrière que j'avais l'intention de réparer depuis 1 an, garé devant une maison en briques à 2 étages sur Garfield Terrace que je n'avais jamais vue auparavant. Je me suis garé sur le bas-côté et je suis resté là, le moteur tournant. Je connaissais l'adresse. Non pas parce que j'y étais allé, mais parce que je l'avais vu dans une capture d'écran que je n'étais pas censé voir 3 semaines plus tôt, une notification de calendrier qui était apparue lorsque le téléphone de Naomi s'était allumé sur la table de la cuisine. Elle s'en était emparée rapidement. Je m'étais dit que ce n'était rien. Ce n'était pas rien. J'ai coupé le moteur et je suis resté assis pendant peut-être 4 minutes. Puis je suis sorti. La lumière du porche d'entrée était allumée. La porte s'est ouverte avant que je n'atteigne le bout de l'allée, et Naomi est apparue, riant de quelque chose par-dessus son épaule, portant le gilet bleu que je lui avais offert pour son anniversaire. Elle avait l'air détendue, heureuse. Ce genre de bonheur qu'elle n'avait pas affiché avec moi depuis longtemps. Puis, il l'a suivi à l'extérieur. Derek Payne, 38 ans, les épaules larges, avec cette aisance calculée d'un homme qui pense que le monde lui doit tout. Je l'ai reconnu à l'instant même où mon estomac s'est noué. Derek avait travaillé sous mes ordres chez Caldwell pendant 14 mois avant que je ne mette fin à son contrat il y a 2 ans. Retard chronique, 2 violations des règles de sécurité et l'habitude de saper le travail des jeunes membres de l'équipe pour se faire bien voir. Il avait pris ce licenciement personnellement. Il avait dit à l'un de mes contremaîtres que je le regretterais. Je suppose que c'était sa façon de venir réclamer son dû. Naomi m'a vu la première.
Son rire s'est éteint. Derek ne m'avait pas encore remarqué. Il s'est approché derrière elle et a posé ses deux mains sur ses épaules, d'un air décontracté, familier, comme s'il l'avait fait des centaines de fois. Comme si je ne me tenais pas à 5 mètres de là, sur le trottoir public. Il a posé ses mains sur ma femme comme si je n'étais même pas là. J'ai marché vers eux d'un pas régulier. Derek a alors levé les yeux, et j'ai vu l'assurance se vider de son visage, degré par degré, lorsqu'il a réalisé qui j'étais. Il a laissé tomber ses mains. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'en avais pas besoin. Derek. J'ai laissé son nom flotter dans l'air comme une facture arrivée à échéance. Puis j'ai regardé Naomi. J'aimerais que tu m'expliques ça. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas tendu la main vers moi. Elle a resserré son gilet sur sa poitrine et a dit d'un ton plat, tu n'étais pas censé être là. Pas, je suis désolé. Pas, ce n'est pas ce que tu crois. Juste, tu n'étais pas censé être là. Comme si le problème était mon timing. Derek s'est éclairci la gorge et a fait un pas en avant. Et mec, peut-être que tu devrais. Ne dis rien. Un seul mot. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tressailli. Je l'ai juste regardé fixement jusqu'à ce qu'il s'arrête de parler. Puis j'ai regardé à nouveau Naomi. Depuis combien de temps? Elle a jeté un coup d'œil à Derek. Il a fixé les lattes du Porsche. Clayton, a-t-elle commencé? Depuis combien de temps, Naomi? Elle a pincé les lèvres et a dit presque doucement, 8 mois. 8 mois. J'ai fait le calcul rapidement et la nouvelle m'est tombée dessus comme une palette de béton depuis un quai de chargement. Il y a 8 mois, nous allions encore à l'église le dimanche. Il y a 8 mois, je l'emmenais à Hilton Head pour notre anniversaire d'1 an de mariage. Je suis resté là un moment et je leur ai rappelé à tous les deux exactement à qui ils avaient affaire. Pas avec un grand discours, pas avec de la rage, mais avec l'immobilité d'un homme qui a déjà pris sa décision. Derek n'a pas pu soutenir mon regard. Naomi a regardé quelque part par-dessus mon épaule. Puis je me suis retourné et je suis retourné à mon pick-up. Bruno m'attendait à la fenêtre quand je suis rentré. Il a pressé sa large tête contre mon genou au moment même où je me suis assis sur le sol de l'entrée. J'ai plongé mes deux mains dans sa fourrure et je n'ai pas bougé pendant un long moment. Ce fut le dernier moment de calme avant un bon bout de temps. J'avais conduit jusqu'à la maison en pilote automatique ce soir-là. Je n'avais pas allumé la radio. Je n'avais appelé personne. J'avais juste regardé la route et laissé mon esprit passer en revue les calculs de ces 8 mois, de la même manière que je l'aurais fait pour un budget. Ligne par ligne, date par date, en cherchant à voir où les chiffres cessaient de concorder. Bruno dormait déjà quand j'ai entendu la voiture de Naomi dans l'allée. Je n'ai pas bougé de la table de la cuisine. Je suis resté assis là, avec un verre d'eau auquel je n'avais pas touché, et j'ai attendu. Elle est entrée par la porte latérale, faisant tinter ses clés, et s'est arrêtée quand elle m'a vu. Il faut qu'on parle, ai-je dit. Elle a posé son sac lentement. Clayton. Assieds-toi, Naomi. Elle s'est assise et, l'espace d'un instant, elle a ressemblé à la femme que j'avais épousée, incertaine, un peu adoucie sur les bords. Puis elle a redressé le dos et le masque est réapparu. Je sais ce que tu vas dire, a-t-elle commencé. Alors épargnons-nous tous les deux du temps et ne m'oblige pas à te tirer les vers du nez. J'ai gardé une voix égale. Derek Payne. 8 mois. Qu'est-ce que je ne sais pas? Elle a regardé la table. C'est l'essentiel. L'essentiel, ai-je répété. Donc il y a autre chose. Elle a expiré lentement. Ça a commencé avant l'été. Ce n'était pas prévu. C'est juste. Ne dis rien. J'ai levé une main. Ne me dis pas que c'est juste arrivé. Garer ta voiture chez lui, ça n'arrive pas juste comme ça. Porteur mon cadeau sur son Porsche, ça n'arrive pas juste comme ça. Ça a fait mouche. Elle a baissé les yeux vers le gilet et, pour la première fois, quelque chose de proche de la honte a traversé son visage. Tu savais qui il était, ai-je insisté. Tu savais que je l'avais licencié. Tu savais exactement quel genre d'homme il est. Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a fait, sa voix était plus basse. Il était différent avec moi. J'ai failli rire. Il a été viré pour avoir pris des raccourcis sur un chantier et intimidé les gars sous ses ordres.
Ce n'est pas une personnalité que quelqu'un désactive simplement pour la bonne femme. Naomi, c'est ce qu'il est. Elle a croisé les mains sur la table. Je ne vais pas m'asseoir ici et le défendre devant toi. Alors, défends-toi, toi. Dis-moi ce que j'ai fait de mal. Dis-moi ce que j'ai raté. Tu n'as rien fait de mal. Elle l'a dit comme si c'était censé être un réconfort. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors, de quoi s'agit-il? Elle est restée silencieuse un long moment, le regard fixé quelque part par-dessus mon épaule. J'ai cessé de me sentir comme une priorité. J'ai cessé de sentir que tu me voyais vraiment. J'ai encaissé. J'ai laissé décanter. Parce qu'une partie de moi, la partie qui était restée éveillée la nuit pendant des mois, reconnaissait quelque chose dans ces mots. Et une autre partie de moi savait qu'elle utilisait un sentiment réel comme couverture pour un choix qu'elle avait déjà fait bien avant de prendre la peine de me dire tout ça. Tu aurais pu me le dire, ai-je finalement dit. Tu aurais pu prononcer ces mots exacts il y a 6 mois, et j'aurais écouté. Mais tu n'es pas venu me voir. Tu es allé le voir, lui. Et pas n'importe quel lui. L'homme qui a passé 14 mois à essayer de saboter mon travail et qui a quitté mon chantier en menaçant de se venger. Sa mâchoire s'est crispée. Je ne savais pas ça. Tu savais que je l'avais licencié pour faute. Tu sais que je ne parlais pas de lui en bien. C'est suffisant. Elle s'est levée, s'est dirigée vers le comptoir, les bras croisés. Alors quoi, maintenant? Tu veux que je te supplie? Tu veux des excuses que tu pourras utiliser contre moi. Je me suis levé aussi. Je veux la vérité pour une fois. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Elle s'est tournée vers moi et son expression est devenue plus froide, plus contrôlée. La version de Naomi qui savait comment gérer un public. La vérité, c'est que ce mariage a cessé de fonctionner il y a longtemps. Je n'ai pas géré ça correctement. Je le sais. Mais tu dois accepter que nous ne sommes plus les mêmes personnes que celles qui se fréquentaient et se sont mariées. Non, ai-je approuvé doucement. Nous ne le sommes pas. Parce que l'un de nous a changé sans en parler à l'autre. Elle n'a pas eu de réponse à ça. Je me suis dirigé vers la porte de derrière et j'ai laissé Bruno sortir dans le jardin. Je suis resté sur la terrasse et je l'ai regardé fureter le long de la clôture dans l'obscurité. L'air sentait l'herbe coupée et la pluie approchante. Derrière moi, j'ai entendu Naomi monter à l'étage. Plus de mots, plus de tentatives. Je suis resté sur cette terrasse un long moment. Quand je suis rentré à l'intérieur, je suis allé directement au bureau de la chambre d'amis et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'étais plus en colère. La colère brûle vite. Ce que je ressentais à la place était froid, clair et délibéré. J'ai ouvert le compte cloud partagé que nous utilisions pour les documents de la maison. Celui dont elle n'avait pas pensé à changer le mot de passe. Et j'ai commencé à lire. Ce que j'y ai trouvé a tout changé. Ce n'était pas un faux pas. C'était un système. J'ai géré des projets de construction assez longtemps pour savoir que les problèmes les plus dangereux sont ceux qui paraissent mineurs en surface. Une micro-fissure dans un mur porteur. Un entrepreneur qui dépose des rapports impeccables mais ne termine jamais tout à fait à temps. On apprend à tout documenter parce que le jour où l'on a besoin de preuves n'est jamais le jour auquel on s'y attendait. Cet instinct m'a sauvé. J'ai passé les premières heures de la matinée au bureau de la chambre d'amis avec un bloc-notes jaune et mon ordinateur portable pour constituer ce que j'appelais mentalement le dossier. Les relevés bancaires d'abord. J'avais accès à tous nos comptes conjoints et ce que j'ai trouvé m'a fait serrer la mâchoire. Des virements récurrents, assez petits pour ne pas déclencher de conversation. Assez importants pour s'accumuler rapidement. Sur 8 mois, un peu moins de 4 000 $ avaient été transférés de notre compte d'épargne commun vers un compte que je ne reconnaissais pas. Les virements étaient étiquetés « dépenses personnelles ». Ensuite, l'espace cloud. Naomi l'utilisait pour tout. Liste de courses, documents d'entretien de la maison, rappel pour l'anniversaire de sa sœur. Apparemment, elle l'avait aussi utilisé pour stocker un dossier qu'elle avait nommé « note client », qui ne contenait ni client, ni note. Ce qu'il contenait, c'était des captures d'écran de conversation par SMS, des confirmations d'hôtel et un calendrier Google partagé qui n'était pas notre calendrier Google partagé. J'ai photographié chaque écran avec mon téléphone. Puis j'ai envoyé les fichiers les plus critiques par email à un compte séparé que j'avais créé ce matin-là, en utilisant un nom qu'elle ne reconnaîtrait pas. À 6h15,
je l'ai entendu s'activer à l'étage. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai préparé du café. Quand elle est descendue, j'étais debout au comptoir avec un mug, déjà habillé. Elle a ralenti l'allure quand elle m'a vu. « Tu as dormi un peu. »« Assez », ai-je répondu. « Assieds-toi. J'ai encore quelques questions. » Elle s'est versée du café et s'est assise à la table, m'observant attentivement. Je pouvais la voir jauger la pièce comme elle le faisait toujours avant une conversation difficile, décidant de ce qu'elle devait céder et de ce qu'elle devait retenir. J'ai posé mon téléphone, écran vers le haut, sur la table entre nous, ouvert sur une capture d'écran du calendrier caché. Ses yeux se sont posés dessus et y sont restés. « Le dossier note client », ai-je dit. Belle touche. Elle n'a pas parlé pendant un long moment. Puis, doucement, « Depuis combien de temps as-tu ça ?»« Depuis environ 2 heures ce matin. » J'ai tiré la chaise en face d'elle et je m'y suis assis. « Pour $4000, Naomi. 8 mois de chambre d'hôtel, de dîner, un week-end à Nashville dont tu m'as dit qu'il s'agissait de l'enterrement de vie de jeune fille de ta sœur. » Ses mains se sont resserrées autour de sa tasse. « Voici ce que je veux savoir, » ai-je continué en gardant une voix calme et basse. « Savais-tu, quand cela a commencé, que Derek avait menacé de se venger de moi après que je l'ai licencié? Te l'a-t-il dit ?» Elle a alors levé les yeux, et la réponse était sur son visage avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Il a mentionné que tu n'avais pas été exactement juste avec lui, » a-t-elle dit prudemment. Quelque chose s'est glacé dans ma poitrine. Il t'a dit que je lui avais fait du tort et tu l'as cru. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas, l'ai-je coupé. Ou tu ne voulais pas y penser? Parce que ce sont deux choses très différentes. Elle a reposé son mug. Clayton, quels qu'aient été les motifs de Derek, ce que je ressentais était réel. Je n'étais pas un pion dans un quelconque règlement de compte. Peut-être pas intentionnellement. Je me suis levé et j'ai repris mon téléphone. Mais tu lui as donné exactement ce qu'il voulait, et tu l'as payé avec l'argent de notre compte d'épargne. Elle a tressailli à ces mots. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis arrêté et me suis retourné. Je vais te le demander encore une fois et je veux une réponse franche. Y a-t-il autre chose que je ne sais pas? D'autres comptes? D'autres arrangements que je vais trouver si je continue à chercher? Elle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis, non. J'ai hoché la tête une fois. Bien, parce que je vais continuer à chercher. J'ai conduit jusqu'au bureau et j'ai passé la matinée concentré sur les rapports du chantier de Glenberg. Parce que le travail ne s'arrête pas quand votre vie s'effondre, et parce que rester occupé empêchait cette chose froide dans ma poitrine de se propager. À midi, j'ai appelé Owen Burke, mon plus vieil ami, et je lui ai dit que je devais le voir ce soir-là. Owen est arrivé chez moi à 19 h avec un pack de 6 bières et aucune question jusqu'à ce que je sois prêt. Je lui ai tout déballé. La découverte, la confrontation, Derek Payne, l'argent, le calendrier. Il a écouté sans m'interrompre, ce qui est l'une des choses qui font qu'Owen est Owen. Quand j'ai terminé, il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« J'ai déjà commencé, » ai-je dit. « J'ai tout documenté. J'appelle un avocat demain. » Il a hoché lentement la tête. « Tu as besoin de quelque chose de ma part ? » Pas encore, mais ça viendra. Bruno a sauté à côté de moi sur le canapé et a posé tout son poids contre ma jambe. Owen l'a regardé, puis m'a regardé. « Tu tiens le coup ? » J'y ai réfléchi honnêtement. Je fonctionne. C'est suffisant pour le moment. Il est resté 2 heures. Nous n'avons pas parlé de Naomi de tout ce temps. Nous avons parlé des Bengales, d'un problème sur un chantier que je retournais dans ma tête, des dossiers d'inscription à l'université de sa fille. Des choses normales, des choses nécessaires. Quand il est parti, je me suis assis seul dans la maison silencieuse et j'ai senti la forme de ce qui allait arriver. Non pas avec appréhension, mais avec le genre de concentration que j'apporte à un projet qui n'a aucune marge d'erreur. J'avais du travail à faire. L'avocate s'appelait Patricia Holt. Elle m'avait été recommandée par un collègue qui avait traversé un divorce 3 ans plus tôt et s'en était sorti de façon exceptionnelle. Elle avait un bureau sur North High Street, une poignée de main ferme, et l'attitude de quelqu'un qui avait entendu toutes les variantes de cette histoire, mais qui prenait toujours chacune d'elles au sérieux. Je me suis assis en face d'elle mercredi matin et j'ai posé un dossier beige sur son bureau. Elle l'a ouvert,
a parcouru les premières pages, puis a levé les yeux. Vous avez préparé tout ça la nuit dernière? Les 2 dernières nuits et hier, ai-je dit. Je voulais venir avec quelque chose de concret. Elle a tourné encore quelques pages. C'est très complet. Les virements bancaires, les entrées de calendrier horodaté, les confirmations d'hôtel. Elle s'est arrêtée sur le reçu de Nashville. Tout provenant de comptes accessibles conjointement? Absolument tous. Elle a fermé le dossier et a croisé les mains par-dessus. Monsieur Merritt, au vu de ce que vous m'avez apporté, vous êtes en position de force. Les transferts financiers compliquent considérablement les choses pour elle. L'Ohio est un État de distribution équitable, mais les documents prouvant ce type de dépenses ont leur importance. Nous avons passé 90 minutes à passer en revue les détails. La maison à nos 2 noms, achetée il y a 6 ans. L'épargne commune, ma pension par l'intermédiaire de Caldwell, ses revenus de consultante à temps partiel qu'elle n'avait jamais complètement déclarés. Au moment où je suis parti, le processus avait officiellement commencé. J'ai conduit jusqu'à la maison en ressentant quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Du soulagement. Pas du bonheur, pas l'impression d'avoir tourné la page, juste la sensation nette d'une décision prise et actée. Naomi travaillait de chez elle cet après-midi-là. Elle était à la table de la cuisine avec son ordinateur portable quand je suis entré, et elle a levé les yeux avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire, prudente, attendant peut-être de voir quelle version de moi venait de franchir la porte. J'ai posé une enveloppe scellée sur le comptoir à côté d'elle. Elle l'a regardée sans la toucher. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ouvre-la, ai-je dit. » Elle s'est exécutée. Ses yeux ont parcouru la première page, d'abord lentement, puis plus vite. Quand elle a levé les yeux, quelque chose dans son visage avait changé. Ce n'était plus le sang-froid maîtrisé auquel j'avais eu affaire pendant des jours, mais quelque chose de plus brut en dessous. « Tu as déjà déposé la demande, a-t-elle dit. J'ai engagé une avocate ce matin. Elle s'est levée de table. Clayton, nous n'avons pas discuté pour savoir si c'est ce que nous voulons tous les deux. Je sais ce que je veux. J'ai gardé une voix neutre. Et je sais ce que tu as choisi. Ces 2 choses ne laissent pas beaucoup de place pour une conversation différente. Elle a posé les papiers. Alors c'est tout. Tu as juste fini. Naomi, je l'ai regardée fixement. Tu as passé 8 mois, dépensé $4000, et sacrifié chaque mardi et samedi de libre pour construire quelque chose avec un homme qui a pris ce travail spécifiquement en raison de sa rancune envers moi. Tu avais un 2e calendrier, un 2e compte. Et une histoire pour couvrir chaque week-end. Ce n'est pas une erreur. C'est une décision. Une longue série de décisions. Sa voix a baissé. Je t'ai dit que je n'étais pas heureuse. Tu m'as dit que tu avais besoin d'espace. Ce n'est pas la même chose. J'ai ramassé mes clés sur le comptoir. Je vais rester chez Owen quelques nuits. Je reviendrai samedi pour récupérer des affaires. Les coordonnées de Patricia Holt sont sur la 2e page. Tu vas devoir te trouver ton propre représentant légal. Elle est restée très immobile. Tu as planifié tout ça. J'ai documenté la vérité et j'ai agi en conséquence. Je me suis arrêté à la porte. C'est ce que je fais. J'ai sifflé Bruno, j'ai accroché sa laisse et je suis sorti dans l'air de l'après-midi. Derrière moi, je n'ai rien entendu. Pas de claquement de porte, pas un mot lancé, juste le silence. Bruno trottinait à côté de moi sur le trottoir, la queue remuant régulièrement, complètement imperturbable face au fait que le monde venait de changer. Les chiens ont un don pour ça. Ils vivent dans le moment présent, quel qu'il soit, et ont confiance en votre capacité à savoir où vous allez. Je commençais à avoir confiance en ça à nouveau, moi aussi. J'étais sur le chantier de Glenberg vendredi matin quand mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. 40 minutes plus tard, pendant une pause entre 2 visites de chantier avec des entrepreneurs, j'ai écouté le message. Clayton, c'est René Holloway, l'ami de Naomi. Je sais que ça sort de nulle part et je comprends si tu ne veux pas me parler, mais il y a des choses que tu dois savoir. S'il te plaît, rappelle-moi. Je suis resté debout près de mon pick-up sur le parking du chantier et je l'ai écouté 2 fois. René Holloway. Je l'avais rencontré peut-être 4 ou 5 fois au fil des ans. Un dîner d'anniversaire, un barbecue du 4 juillet. Une femme calme, prudente avec ses mots.
Elle et Naomi étaient proches depuis avant que je n'entre dans le décor. Je l'ai rappelée dans la minute. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix était assurée mais tendue, comme le font les gens quand ils ont répété quelque chose de difficile. Elle m'a demandé si nous pouvions nous rencontrer en personne quelque part à l'écart du quartier. J'ai suggéré un café près de Morse Road où je savais qu'elle n'aurait normalement aucune raison d'aller. Elle était déjà là quand je suis arrivé. Un thé à moitié bu devant elle et une enveloppe beige sur la table. Je me suis assis et j'ai attendu. J'ai hésité pendant 2 mois, a-t-elle dit. Je veux que tu le saches. J'apprécie que tu aies appelé, ai-je répondu. Elle a fait glisser l'enveloppe sur la table. Je n'ai pas tout imprimé, seulement ce qui me semblait le plus important. Je peux transférer le reste si ton avocate en a besoin. Je l'ai ouverte avec précaution. Des captures d'écran, des conversations par SMS entre René et Naomi. J'ai scanné les premières et j'ai senti la température de la pièce baisser. Naomi n'était pas juste tombée par hasard sur Derek Payne. Elle savait exactement qui il était. Il y avait des messages remontant à 14 mois avant le début de la liaison dans lesquels elle mentionnait l'avoir croisé, puis lui avoir parlé, puis l'avoir rejoint pour prendre un café. Et dans un message datant d'environ 2 semaines avant ce que j'aurais estimé être le début de la liaison, Naomi avait écrit. Il est toujours amer que Clayton l'ait licencié. Franchement, je comprends. Clayton peut être glacial quand il décide d'en finir avec quelqu'un. René m'a regardé lire. Elle n'a pas comblé le silence par des excuses. Elle connaissait son grief contre moi, ai-je dit sans lever les yeux. Elle savait, et elle ne te l'a pas caché. René a serré sa tasse à 2 mains. Je lui ai dit qu'elle jouait avec le feu. Je le lui ai dit 2 fois. Elle m'a répondu qu'elle gérait la situation et que ce n'était pas sérieux. Elle a fait une pause. Puis c'est devenu sérieux et elle m'a demandé de la couvrir lors d'une réunion de famille en mars. J'ai dit non. C'est là que nous avons commencé à moins nous parler. J'ai posé les papiers. Elle t'a utilisé avant ça cependant. Comme alibi. René a hoché la tête juste une fois, mais c'était suffisant. Quelquefois. Je ne savais pas ce que je couvrais. Quand j'ai compris, j'ai arrêté. Nous sommes restés assis là un moment. Dehors, une pluie légère avait commencé à tomber contre la vitrine du café. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Elle m'a regardé directement. Parce que j'ai découvert qu'elle racontait aux gens que tu étais devenu un maniaque du contrôle après la séparation. Que tu rendais sa vie difficile exprès. Sa mâchoire s'est légèrement crispée. Et ça, je ne l'ai pas supporté. Tu n'as jamais été rien d'autre que quelqu'un de bien envers tous ceux avec qui je t'ai vu interagir. Je l'ai remercié sincèrement. Elle a hoché la tête, a fini son thé et est partie sans en faire tout un plat. Je suis resté assis là pendant encore 10 minutes, à revoir les messages. Puis j'ai envoyé un texto à Patricia Holt pour lui dire que j'avais des documents supplémentaires qu'elle voudrait voir. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour chercher la nourriture de Bruno et des vêtements de rechange. Naomi était à l'étage. Je pouvais l'entendre au téléphone, la voix basse, faisant ce qu'elle faisait de mieux, gérer le récit de la situation. Je ne me suis pas annoncé. J'ai traversé la maison silencieusement, j'ai rassemblé ce dont j'avais besoin et je suis parti. Dans le pick-up, Bruno s'est installé sur la banquette arrière et a expiré le long souffle satisfait d'un chien qui n'a aucune idée de ce qui se passe et qui s'en moque éperdument. J'ai conduit vers chez Owen, avec la pluie qui s'intensifiait sur le pare-brise et l'enveloppe de René sur le siège passager. Le tableau était complet maintenant. Chaque angle était pris en compte. Je n'étais pas en colère. J'étais prêt. Le dîner avait lieu au Foreside Grill, un restaurant du centre-ville de Columbus avec un bon éclairage et de meilleurs steaks. Mon collègue Dan Whittaker l'avait suggéré pour un dîner de travail. Il supervisait le processus d'appel d'offres pour un nouveau projet immobilier à usage mixte près d'Easton, et il voulait mon avis sur 2 des sous-traitants en lice. J'avais déjà travaillé avec les 2. C'était exactement le genre de conversation pour laquelle j'étais fait. Je suis arrivé à 19h, j'ai serré la main de Dan et nous nous sommes installés à une table d'angle avec des verres et les documents d'appel d'offres étalés entre nos assiettes. Le restaurant était peut-être rempli aux 2/3, avec un bruit ambiant suffisamment bas pour parler affaires sans avoir à élever la voix. J'étais en train d'expliquer mon expérience concernant le bilan de sécurité de l'un des entrepreneurs quand j'ai remarqué que les yeux de Dan ont glissé par-dessus mon épaule. Je me suis retourné. À 3 tables de là, orienté vers le mur du fond,
se trouvaient Naomi et Derek Payne. Ils ne m'avaient pas encore vu. Naomi parlait, faisant de légers gestes avec son verre de vin, et Derek se penchait en avant comme le font les hommes quand ils veulent que quelqu'un pense qu'ils écoutent. Il avait un bras étendu en travers de la table vers elle, les doigts près de sa main. Confortable, territorial. Je me suis retourné vers Dan. Désolé, ai-je dit. Tu disais, à propos des délais pour les permis. Dan a cligné des yeux, puis a repris ses esprits. C'est vrai. Le comté a environ 6 semaines de retard pour les permis commerciaux. Alors, j'ai écouté, posé les bonnes questions, pris les bonnes notes. Quelque part dans ma vision périphérique, j'étais conscient du moment où Naomi a finalement levé les yeux et balayé la pièce du regard. La façon dont les gens le font quand une conversation connaît une pause naturelle. Je regardais les documents d'appel d'offres quand elle m'a repéré. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas levé les yeux. Dan était au milieu d'une phrase sur les spécifications de charge, et je lui ai accordé toute mon attention. Environ 30 secondes plus tard, j'ai levé les yeux, non pas vers leur table, mais de façon générale, et j'ai capté la scène dans un cadre net. Derek m'avait repéré. Sa posture avait changé. Cette aisance relâchée et suffisante avait disparu, remplacée par quelque chose de plus raide, de plus calculé. Il a dit quelque chose à Naomi. Elle a posé son verre de vin. J'ai regardé à nouveau Dan et je lui ai posé une question sur l'historique des cautions du deuxième entrepreneur. Il a répondu. Nous avons discuté pendant encore 40 minutes, terminé nos steaks et j'ai commandé un café. Quand l'addition est arrivée, je me suis levé, j'ai serré la main de Dan et j'ai boutonné ma veste. Je ne me suis pas approché de leur table, mais je suis passé devant en me dirigeant vers la porte, et j'ai mis un point d'honneur à marcher lentement. Derek a baissé les yeux vers la table. Naomi a soutenu mon regard pendant une seconde, elle aussi, puis a détourné les yeux. J'ai hoché la tête une seule fois, pas pour elle, pas pour lui, juste la reconnaissance mesurée d'un homme qui voit tout et ne doit rien, et je suis sorti dans l'air de la nuit. Dehors, je me suis tenu près de mon pick-up pendant un moment et j'ai respiré. La pluie d'avant s'était arrêtée. La rue était mouillée et calme. Mon téléphone a vibré. Owen, tu es toujours au dîner. J'ai tapé en retour, je pars juste. Derek et Naomi étaient là. 3 secondes, puis, j'ai mangé un bon steak. J'ai souri pour la première fois depuis des jours et c'était tout. J'ai conduit pour rentrer. Pas chez Owen, mais chez moi. Parce que la maison était toujours la mienne, et j'avais fini de laisser quiconque me faire sentir comme un invité dans ma propre vie. Bruno m'a accueilli à la porte comme si j'avais été parti une semaine. Je me suis assis sur le sol de la cuisine avec lui pendant quelques minutes, laissant le calme s'installer autour de nous. Le dossier grandissait. La procédure judiciaire avançait. Et ce soir, sans élever la voix ni changer d'expression, je leur avais rappelé à tous les deux à quel genre d'homme ils avaient affaire. C'était suffisant pour une soirée. La décision de partir n'a pas été dramatique. Je ne l'ai pas annoncé, je n'ai pas fait de valise devant elle, je n'en ai pas fait une scène. J'ai simplement regardé la maison un dimanche matin, les photos toujours sur les murs, la tasse de café de Naomi sur le comptoir. Toute la surface soigneusement entretenue d'une vie qui avait été vidée de l'intérieur et j'ai décidé que je devais m'en éloigner avant que cela ne commence à paraître normal. J'ai fait monter Bruno dans le pick-up, j'ai jeté un sac de sport sur la banquette arrière et j'ai conduit vers le nord. J'avais un ami d'un ancien chantier qui possédait une cabane de pêche à l'extérieur de Sunbury, à environ 40 minutes de Columbus. Il me l'avait proposé plus d'une fois au fil des ans. Il m'avait dit que la clé était sous le paillasson à chaque fois que j'en aurais besoin. Je n'avais jamais accepté son offre. Je lui ai envoyé un texto dimanche matin et il a répondu en moins d'1 minute, « Elle est à toi. Reste aussi longtemps que tu veux. » La cabane était petite, pratique, exactement ce dont j'avais besoin. Des murs en pin, un poêle à bois qui demandait quelques efforts, une véranda à l'arrière qui donnait sur un ruisseau étroit coulant au milieu d'arbres dépouillés de novembre. Pas de télévision, une réception téléphonique inégale. Bruno a pensé que c'était le meilleur endroit où il était jamais allé de sa vie et a passé la première après-midi à inspecter chaque centimètre du périmètre à toute vitesse. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et je l'ai laissé ainsi. D'ici lundi soir, Naomi m'avait appelé 11 fois. 3 textos de sa mère, 2 d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais qui s'est avéré, après vérification, être celui de Derek Payne. J'ai fixé celui-là pendant un moment,
puis j'ai posé le téléphone, écran vers le bas, sur la rambarde du porche et j'ai regardé le ruisseau. Il m'appelait maintenant. Cela m'en disait plus que tout ce que Naomi avait pu dire depuis des jours. J'ai appelé Patricia Holt mardi matin, je lui ai donné un numéro de contact pour la cabane, et je lui ai dit de transférer tout ce qui était urgent sur cette ligne. Elle m'a informé de l'état du dossier. Tout avançait proprement. La documentation financière avait fait exactement ce qu'elle avait prévu. L'avocat de Naomi avait répondu. Le ton initial, a noté Patricia avec une litote toute professionnelle, laissait entendre que Naomi avait été avisée que sa position n'était pas solide. J'ai passé les journées à travailler de mes mains, à défricher les broussailles le long de la berge du ruisseau, à remplacer 2 planches pourries sur le porche arrière, à couper assez de bois de chauffage pour tenir la cabane 3 hivers. Un travail physique, le genre de travail qui vous vide la tête et vous rappelle à quoi sert vraiment votre corps. Le soir, je lisais, je cuisinais des plats simples, je laissais Bruno dormir sur mes pieds près du poêle à bois. Mercredi, j'ai appelé Owen et je lui ai dit où j'étais. Comment est le réseau là-haut, a-t-il demandé. Assez mauvais pour être utile, ai-je répondu. Il a ri. Naomi m'a appelé, au fait. Hier. Elle a dit qu'elle s'inquiétait pour toi. J'ai attendu. Je lui ai dit que tu gérais les choses à ta manière et qu'elle ferait bien de laisser les avocats faire leur travail. Il a marqué une pause. Elle n'a pas adoré cette réponse. Non, ai-je convenu. Elle n'allait pas adorer. Derek Payne m'a aussi appelé, a ajouté Owen, et sa voix a légèrement changé. Ne me demande pas comment il a eu mon numéro. Il voulait discuter, a-t-il dit. Je lui ai dit que je n'avais rien à lui dire et que s'il me contactait à nouveau, je considérerais cela comme du harcèlement. Quelque chose s'est installé dans ma poitrine. Une satisfaction tranquille, solide. Bien. Clayton. Le ton d'Owen était devenu sérieux. Elle commence à raconter des choses aux gens. À des amis communs. L'histoire qu'elle répand est que tu as disparu sans crier gare et qu'elle ne sait pas où tu es. Elle sait où je suis. Elle sait que je suis en sécurité. Elle ne connaît juste pas l'adresse. Je sais ça. Mais les gens qui n'entendent que sa version, eux, l'ignorent. J'y ai réfléchi un instant. Elle peut dire ce qu'elle veut. La paperasse raconte la vraie histoire. Je suis resté à la cabane jusqu'au vendredi. 5 jours en tout. Ce n'est pas long, mais c'est suffisant. Assez long pour dormir sans que le silence particulier de la maison ne pèse sur moi. Assez long pour que Bruno ait l'air sincèrement déçu quand je l'ai fait remonter dans le pick-up. Assez long pour que la panique de Naomi, qu'Owen m'a confirmé avoir augmenté toute la semaine, montre à son propre entourage qui elle était vraiment lorsqu'elle perdait son sang-froid et son contrôle. Je suis rentré à Columbus le samedi matin. Le ciel était plat et gris, le genre de ciel de novembre qui ne s'engage à rien. Je me suis arrêté à la maison pour déposer les affaires de Bruno et récupérer quelques dossiers dont j'avais besoin. Naomi était là. Elle est descendue quand elle a entendu la porte et s'est arrêtée au bas des escaliers. Elle avait l'air fatiguée, pas cette fatigue soignée qu'elle mettait en scène parfois quand elle voulait de la compassion, mais sincèrement épuisée, comme si elle avait récité un script pendant 5 jours d'affilée et qu'elle était finalement à court de répliques. « Je ne savais pas où tu étais », a-t-elle dit. « J'avais besoin d'espace », ai-je répondu en posant mes clés sur le comptoir. « Je pensais que tu comprendrais ça. C'est toi qui m'as dit que je devais t'en donner plus. » Elle a tressailli, n'a pas répondu. J'ai pris les dossiers sur le bureau, j'ai vérifié la gamelle d'eau de Bruno, et je me suis dirigé vers la porte. Je me suis arrêté, la main sur l'encadrement. Naomi, quoi que tu aies raconté aux gens cette semaine, à Owen, à tes amis, à n'importe qui d'autre, cela va être confronté aux preuves. Tu sais ce que ces preuves racontent. J'ai gardé une voix égale. Agis en conséquence. Je l'ai laissé planter dans l'entrée. Bruno me regardait depuis le canapé avec cette expression doucement philosophique qu'il réservait aux moments qu'il ne comprenait pas complètement, mais pour lesquels il avait décidé de me faire confiance. Je l'ai gratté derrière les oreilles et je suis sorti. Le silence derrière moi était le sien maintenant. Elle pouvait en faire ce qu'elle voulait. La publication a été mise en ligne un samedi soir. Je l'ai appris par un SMS de mon collègue Dan Whittaker, qui m'a envoyé une capture d'écran avec un simple message, « J'ai vu ça. J'ai pensé que tu devais savoir. » C'était sur le réseau social de Naomi,
une plateforme qu'elle utilisait principalement pour la décoration d'intérieur et, de temps en temps, la photo d'un dîner. La publication était une photographie d'une tasse de café vide sur le rebord d'une fenêtre. De la pluie sur la vitre derrière. La légende, soigneusement composée, certaines saisons vous dépouillent de tout. Reconnaissante envers les personnes qui se manifestent quand celle qui était censée être là disparaît purement et simplement. La guérison n'est pas linéaire, mais elle est en cours. 46 j'aime, une série de commentaires. Plein d'amour. Tu mérites tellement mieux. Nous sommes là pour toi. De la part de personnes qui n'avaient aucune idée de ce qu'elles soutenaient réellement. Je l'ai lu 2 fois, j'ai posé mon téléphone, je l'ai repris. J'avais 2 options. L'ignorer, ce qui était le choix digne et celui qui protégeait ma position légale, ou y répondre, ce qui était le choix émotionnellement satisfaisant et celui qui allait me coûter cher. Je l'ai ignoré. Ce que j'ai fait à la place, c'est d'envoyer un document à 3 personnes. Pas une publication, pas une déclaration publique. Un document, un résumé clair et factuel de la chronologie avec les dates, les montants en dollars, et un fait clé tiré des captures d'écran de René. Pas de commentaires subjectifs, pas de langage émotionnel, juste un dossier factuel. Je l'ai envoyé à Dan, à mon ami Greg Tully de l'association professionnelle, et à la cousine de Naomi, Bev, dont je savais qu'elle était l'une des personnes les plus proches de sa famille et qu'elle comprendrait ce qu'elle lisait. Je ne leur ai pas demandé de le partager. Je ne leur ai pas dit quoi en faire. Je me suis simplement assuré que les personnes les plus susceptibles d'entendre la version de Naomi aient aussi accès à la mienne. En l'espace de 24 heures, la section des commentaires sur sa publication est devenue silencieuse. Plus de nouveaux messages de soutien. Quelques-uns des premiers avaient été supprimés. Dan m'a envoyé un texto. Bev m'a appelé, elle n'est pas contente de Naomi. Je n'ai pas répondu à celui-là. Naomi m'a appelé dimanche soir. Et sa voix, quand j'ai répondu, était différente. Le contrôle minutieux avait disparu, laissant place à quelque chose de plus brut et de plus tranchant en dessous. Tu as envoyé ce document à Bev, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. J'ai partagé des informations exactes avec quelques personnes, ai-je répondu. Tu essaies de me détruire. J'essaie de m'assurer que la vérité soit disponible pour les personnes à qui on raconte une histoire, ai-je rétorqué. Ce n'est pas de la destruction. C'est de la documentation. Elle est restée silencieuse un instant. Puis, mon avocat dit que tu as été exhaustif. Ton avocat a raison, Clayton. Sa voix a baissé. Reste-t-il quelque chose à sauver ici? Une part de toi qui veut trouver un moyen de surmonter ça. Je suis resté avec cette question pendant 10 bonnes secondes. Non pas parce que j'étais tenté, mais parce qu'elle méritait une vraie réponse. Non, ai-je dit, il ne reste rien. Pas après ce que j'ai trouvé dans ce dossier. Pas après Derek. Pas après m'avoir laissé me tenir devant toi sur ce porche et m'avoir traité comme un inconvénient. J'ai gardé une voix calme. Ce que je veux, c'est que cela se termine proprement et équitablement, et ensuite je veux aller de l'avant. C'est tout ce que j'attends de toi maintenant. Elle a passé 8 mois à mentir, à tromper, à dépenser leur argent, et ensuite elle l'appelle et lui demande s'il reste quelque chose à sauver. Clayton lui a donné la réponse la plus honnête qu'il pouvait, et honnêtement, je le respecte pour ça. Elle n'a pas répondu. Après un moment, la ligne est devenue silencieuse. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé à travers le salon vers Bruno, qui s'était installé exactement au centre du canapé avec l'autorité d'un chien qui a décidé que la situation du mobilier s'était définitivement améliorée. Je n'étais pas en colère. Je n'étais même pas triste. Ce que je ressentais était quelque chose de proche de la lucidité. Le sentiment qui survient lorsqu'un projet long et compliqué vous montre enfin la voie vers son achèvement. Le chemin était là. Je le voyais clairement. Je n'avais plus qu'à l'emprunter. L'appel de ma mère est arrivé un mercredi soir, 3 semaines après le début de la procédure légale. J'étais à la table de la cuisine d'Owen, en train d'examiner la dernière série de documents que Patricia m'avait fait suivre. Une réponse de l'avocat de Naomi qui était, comme Patricia l'avait prédit, considérablement moins agressive que leur position de départ. La documentation financière avait fait son œuvre. Ma mère, Irene Merritt, avait 68 ans et vivait seule dans une maison près de Dayton depuis le décès de mon père il y a 9 ans. Elle m'appelait tous les dimanches sans faute, de manière brève et pratique. « Comment va le travail »
Quel temps fait-il? Comment va Bruno? Elle n'appelait pas le mercredi. Quand son nom est apparu sur mon écran ce soir-là, je me suis éloigné de la table et j'ai décroché. Clayton. Sa voix était assurée, comme toujours. Mais sous cette assurance se cachait quelque chose de prudent, quelque chose qu'elle portait en elle depuis un moment. J'ai parlé à la mère de Naomi aujourd'hui. Hélène m'a appelé. Je me suis appuyé contre le mur. Qu'a-t-elle dit? Sa version des faits. Un silence. J'ai écouté. Puis je lui ai dit que je te parlerai avant de me faire une opinion. J'apprécie. Ça fait 2 jours que je réfléchis à ce que je vais te dire. Sa voix était basse. Je veux te dire quelque chose et j'ai besoin que tu l'entendes en tant que fils de sa mère, et non comme quelqu'un qui essaierait d'arranger ou d'empirer les choses. Vas-y. Elle a pris une inspiration. Je n'ai jamais fait totalement confiance à Naomi depuis le début. Il y avait quelque chose dans sa façon de te regarder. Pas avec amour exactement, mais avec calcul. Comme si elle mesurait la distance entre ce que tu étais et ce dont elle avait besoin que tu sois. Elle s'est arrêtée. Je n'ai jamais rien dit parce que tu étais heureux, ou tu semblais heureux. Et ce n'était pas ma place de semer des graines de doute dans un mariage où j'espérais me tromper. Sa voix s'est légèrement tendue. Je ne me trompais pas, et je suis désolé d'avoir gardé le silence. Je suis resté là un long moment pour laisser ces mots faire leur chemin. Maman. Ma voix est sortie plus basse que je ne l'avais prévu. Tu n'as pas à t'excuser. Si, a-t-elle dit fermement. Tu es mon fils. J'ai vu quelque chose et je n'ai rien dit. Je n'ai pas le droit de me sentir irréprochable là-dessus. Tu me le dis maintenant. Maintenant, ça ne change pas grand-chose aux 11 dernières années. Ça change quelque chose pour les 40 prochaines, ai-je répondu. Elle est restée silencieuse un moment. Puis je l'ai entendue expirer lentement, un long souffle, comme si elle l'avait retenu pendant très longtemps. Tu parles comme ton père quand tu dis des choses comme ça. J'ai souri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Et comment était-ce? Un silence, et je pouvais entendre la fine pointe d'un sourire dans sa voix. Exaspérant de bon sens. Une nouvelle pause. Tu manges correctement là-haut? Bruno et moi, on s'en sort bien. Ce chien mange mieux que toi et nous le savons tous les deux. Elle a encore fait une pause. Clayton, viens à la maison pour Thanksgiving. Amène Bruno. Je préparerai la dinde et tu pourras réparer cette gouttière à l'arrière de la maison qui se détache du toit depuis septembre. J'ai ri pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être des semaines. Un vrai rire, le genre qui vient de quelque part de simple. Marché conclu. Nous avons parlé encore 20 minutes de choses sans importance, de tout ce qui était nécessaire. Quand j'ai raccroché, Owen se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine avec 2 bouteilles de bière. Ayant eu le bon sens de rester hors de portée de voix, il m'en a tendu une. Bonne décision. Ouais, ai-je dit. Bonne décision. La semaine suivante, Patricia m'a informé que l'avocat de Naomi avait accepté les termes révisés de l'accord. La maison me restait. L'épargne conjointe a été divisée en tenant compte de ses transferts non autorisés, ce qui signifie que sa part reflétait le montant qu'elle avait déjà retiré. Ses revenus de consultante avaient été officiellement déclarés. Le processus, que Naomi avait initialement présenté comme quelque chose qu'elle contesterait vigoureusement, s'était dégonflé avec l'efficacité discrète d'une structure ayant perdu son mur porteur. J'ai signé les documents finaux un jeudi matin dans le bureau de Patricia. Ciel dégagé à l'extérieur, la première vague de froid de la saison, givrant les vitres. Patricia a fait glisser les papiers sur son bureau un par un, et je les ai signés avec le même stylo, sans me presser. Quand ce fut fait, elle m'a regardé avec ce qui ressemblait à de la satisfaction professionnelle. « Vous avez bien géré ça », a-t-elle dit. La plupart des gens n'arrivent pas organisés. La plupart des gens viennent avec des émotions. Vous êtes venu avec un dossier. Je gère des projets de construction, ai-je répondu. Tout doit être documenté. Elle a souri. Gardez cette habitude. Je suis sorti de son immeuble et je suis resté sur North Street pendant un moment, les mains dans les poches de ma veste, l'air froid piquant mon visage. Bruno était chez Owen. Thanksgiving était dans 4 jours. La maison était à moi, légalement et totalement, et j'avais une gouttière à réparer à Dayton. Je ne célébrais pas.
Il n'y a rien à célébrer dans les décombres de 11 ans. Mais il y avait quelque chose à reconnaître. Une fondation débarrassée de tout ce qui était faux, prête pour ce qui allait suivre. Je suis rentré chez moi et j'ai emmené Bruno faire une longue course dans le quartier. Il était, comme toujours, complètement ravi de cela. Dans les mois qui ont suivi la signature des papiers, j'ai repeint le salon. Non pas parce que l'ancienne couleur était mauvaise, mais parce que j'avais besoin que la pièce m'appartienne d'une manière qui aille au-delà de l'acte de propriété. J'ai choisi un vert gris profond, la couleur de la rivière Ohio par un après-midi nuageux, et j'ai passé un samedi à le faire moi-même. Ruban adhésif, bâche de protection, 2 couches, la radio en sourdine. Bruno supervisait depuis sa place près de la fenêtre avec l'inquiétude concentrée d'un contremaître qui a des doutes sur l'équipe. Les photos ont été retirées avant de passer la première couche. Pas jetées. Je ne suis pas du genre théâtral, mais emballées dans des cartons et mises au grenier, parce qu'elles appartenaient à une version de la maison qui n'existait plus et je n'allais pas les recouvrir de peinture fraîche. J'ai acheté 2 nouvelles œuvres d'art dans un marché local de Short North. Des paysages abstraits, des choses que j'ai choisies parce qu'elles me plaisaient, et pour aucune autre raison. Derek Payne, en fin de compte, n'a pas obtenu ce pourquoi il était venu. Owen m'a dit en janvier que Derek et Naomi avaient mis fin à leur relation, apparemment dans les 6 semaines suivant le moment où tout était devenu public. Owen l'avait appris par une connaissance commune qui connaissait quelqu'un dans le cercle de Naomi. L'histoire, telle qu'elle m'est revenue, racontait qu'une fois le glamour de leur arrangement dissipé et les conséquences juridiques et sociales devenues réelles, Derek avait trouvé la situation considérablement moins satisfaisante que la vengeance fantasmée qui l'y avait poussé. Il est passé à autre chose. Naomi s'est retrouvée seule avec les conséquences de ses choix, et un homme qui l'avait utilisé comme instrument de rancune de la même façon qu'elle m'avait utilisé comme filet de sécurité. Je n'ai pas ressenti de satisfaction face à cela. Ce que j'ai ressenti était plus proche de la clarté, la confirmation de ce que j'avais compris au moment où je l'avais reconnu sur ce porche. Il n'avait jamais été là pour elle, et elle n'avait jamais été assez honnête envers elle-même pour le voir. Naomi a déménagé dans un appartement dans un autre quartier de Columbus. Des amis communs ont rapporté qu'elle restait discrète et s'isolait. Je ne suivais pas ça de près. Elle avait fait ses choix et vivait avec, ce qui était tout à fait normal. Renée Holloway m'a contacté en février avec un bref SMS. Elle espérait que j'allais bien. Elle a dit qu'elle était heureuse d'avoir passé cet appel. Je l'ai remerciée. Ce fut tout. J'ai conduit à Dayton pour Thanksgiving et pour Noël. J'ai réparé la gouttière en novembre. J'ai remplacé une section de clôture en décembre. J'ai passé 2 longues soirées avec ma mère dans sa cuisine, qui ont semblé être les meilleures conversations que nous avions eues depuis des années. Elle a donné à Bruno plus de reste qu'elle ne l'admettrait jamais, et a fait semblant de ne pas remarquer quand il dormait sur le bon canapé. Au travail, le projet à usage mixte d'Easton a été validé. J'ai été engagé comme directeur de la construction pour l'aménagement commercial. Le plus gros projet que Caldwell m'ait confié depuis des années. J'étais sur le chantier tous les matins à 7 heures, avançant dans le travail avec une énergie particulière qui survient lorsque votre vie professionnelle et votre vie intérieure tirent enfin dans la même direction. J'ai recommencé à courir en mars. De longs parcours à travers Westerville avant le lever du soleil. Juste moi, les rues vides et ce qu'il restait à digérer. En avril, je courais 5 jours par semaine. J'avais perdu plus de 5 kilos et je dormais comme je ne l'avais pas fait depuis la trentaine. Owen et moi avons pris nos verres habituels du jeudi. Il avait commencé à fréquenter quelqu'un, une femme qu'il avait rencontrée par un ami d'amis, et il avait cette gêne particulière des hommes qui ne savent pas trop comment être heureux sans s'en excuser. Je lui ai dit d'arrêter de s'excuser. Il m'a dit que je parlais comme un psy. Nous nous sommes disputés à propos des Bengales et avons repris une tournée. Des choses normales, des choses nécessaires. Un soir de fin avril, je suis rentré à la maison après une longue journée sur le chantier, j'ai nourri Bruno, j'ai pris une douche et je suis passé devant le miroir du couloir en allant vers la cuisine. Je me suis arrêté. J'ai regardé l'homme dans le miroir pendant un moment, plus vieux qu'il ne l'était il y a 1 an, la mâchoire un peu plus dure, le regard un peu plus assuré. Ce n'était plus l'homme qui s'était tenu sur un porche en octobre, avec 8 mois de mensonges explosant silencieusement dans sa poitrine. Quelque chose de différent, quelque chose qui avait traversé le feu et trouvé son équilibre de l'autre côté. Je n'étais pas là où je pensais être à 44 ans. Mais j'étais quelque part de vrai. Bruno est apparu à mes côtés,
à appuyer tout son poids contre ma jambe, et à regarder nos reflets avec l'autorité bienveillante d'un chien qui a décidé que tout allait fondamentalement bien. Je lui ai gratté l'oreille. Il avait raison. Tout allait fondamentalement bien. Clayton n'a pas explosé, il n'a pas supplié, il ne s'est pas effondré. Il a fait quelque chose de plus difficile. Il est resté calme, il est resté concentré, et il a laissé la vérité faire le travail à sa place. Et à la fin, la vérité a suffi. S'il y a une chose que cette histoire nous apprend, c'est que la vraie force ne consiste pas à se battre en criant le plus fort. Il s'agit de connaître sa valeur et de refuser de la négocier. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine.